Bonjour à tous, merci du coup à l'Agence régionale du livre Bourgogne-Franche-Comté pour l'invitation, pour l'organisation de cette journée. C'est toujours un plaisir de parler de ce qu'on fait au quotidien parce que c'est des sujets qui sont assez arides et finalement c'est parfois difficile d'expliquer concrètement ce qu'on fait. Je vais commencer notre présentation qui sera à 3 voix sur la mise en œuvre du signalement organisation, outils et bonnes pratiques. Donc notre présentation va faire écho, et je vais arrêter de vous regarder parce que sinon je ne parle plus dans le micro, va faire écho à ce qu'a dit Wilfried déjà et puis à ce qu'a dit Fabienne Henriot un petit peu en introduction. Je vais commencer par un rappel assez bref, par vous rappeler ce que c'est que le CCFR, parce que c'est évident, mais ça ne l'est jamais pour tout le monde, en vous disant que le CCFR, c'est un accès fédéré aux grands catalogues à la fois nationaux, à la fois d'imprimés. Je vais citer le SUDOC, merci beaucoup, et le catalogue général de la BNF, et de manuscrits, ainsi qu'à d'autres catalogues qui sont un peu plus locaux ou un peu plus thématiques. Et on donne également accès, via le CCFR, comme nombre d'entre vous le savez, à un certain nombre de bases qu'on gère nous-mêmes, qu'on gère en propre, ainsi qu'à un répertoire. Je ne sais pas ce qui se passe à côté. Merci. Un répertoire à la fois de bibliothèques et de fonds. Merci beaucoup. Donc le CCFR, finalement, c'est le seul véritable catalogue commun de toutes les bibliothèques françaises sans distinction d'appartenance administrative. Et ça, c'est vraiment important. Donc pour ça, on met en œuvre plusieurs solutions techniques. Je ne vais pas vous expliquer lesquelles, c'est pas très intéressant aujourd'hui, qui vont permettre de fédérer ces catalogues. Certains de ces catalogues que j'ai cités sont interrogés du coup en direct, d'autres non. Certains sont alimentés par l'équipe du CCFR, mes collègues ici présents, plus notre autre collègue qui n'est pas là aujourd'hui. Et d'autres, notamment le catalogue général des manuscrits, sont alimentés en direct par les bibliothèques un peu partout en France. Et donc, ça signifie que les données du CCFR sont des données évolutives et qui sont mises à jour en permanence pour certaines. Certains d'entre vous le savent déjà, mais je voulais un petit peu insister là-dessus parce que parfois, certaines personnes ont l'impression que le CCFR, c'est quelque chose de très figé. Ce n'est pas le cas. Derrière le CCFR, qu'y a-t-il ? Il y a le département de la coopération à la BNF, nous, 3 plus 2 autres collègues qui constituent toute l'équipe du CCFR, et le département de la coopération à la BNF est opérateur du ministère de la Culture. L'équipe, donc en elle-même, on est 5 personnes et on est à votre disposition, à la disposition de tous nos partenaires vraiment partout en France. En tant que professionnel de bibliothèque, quel est l'intérêt pour vous finalement d'utiliser le CCFR ? D'une part, je l'ai déjà dit, il s'agit de transcender des frontières administratives. D'autre part, ça va vous permettre de trouver des résultats partout en France ou ailleurs dans sa propre région et sa propre ville. Ça va permettre d'orienter au mieux les lecteurs. Ça va permettre de découvrir des collections ou des fonds dans sa région ou ailleurs sur un sujet qui peut être présent dans ses propres collections. Ça va permettre enfin de se tenir au courant d'actualités professionnelles, notamment au travers de la lettre. Et j'ai oublié d'avancer mon diaporama. Je pense que toutes mes diapos ne fonctionnent pas. C'est pas grave. Que contient le CCFR ? Je l'ai déjà évoqué un petit peu tout à l'heure. Il contient un ensemble de catalogues et un répertoire. Les catalogues eux-mêmes constituent un ensemble qui est très large. On peut à la fois donc interroger le catalogue général de la BNF, le SUDOC, et enfin la base patrimoine et tous les catalogues de manuscrits nationaux, dont Marie-Françoise et Alexandre vont vous reparler ensuite, aussi bien de la base patrimoine que des catalogues de manuscrits. On peut également... alors, en revanche, par contre, excusez-moi, ce qui n'y est pas, ce sont tous les catalogues de toutes les bibliothèques françaises. On a une grosse couverture nationale pour la base patrimoine, donc pour le signalement des ouvrages patrimoniaux dont Wilfried vient de vous parler et sujet sur lequel Alexandre reviendra ensuite. Et même chose pour les catalogues de manuscrits, on a une très grosse couverture. Il n'y a pas d'exhaustivité, évidemment. Il n'y a pas d'obligation à participer au CCFR, Wilfried en a parlé. Néanmoins, ça fait partie, je le redis, des critères qui sont pris en compte pour l'appel à projet patrimoine écrit du ministère.
Et ce que je vais préciser par rapport à ce que tu as dit, c'est que la mention nous avons contacté le CCFR ne suffit pas. C'est bien de nous contacter vraiment. Parce que nous, on le sait, que vous ne nous avez pas contacté souvent, et on voit bien dans les réponses. La finesse des critères bibliographiques également qu'on va proposer dans nos différentes bases et dans les différentes parties des catalogues, ainsi que les temps de réponse du CCFR en général, c'est quelque chose de très variable. Parfois, le temps de réponse est un petit peu long, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, vous avez un petit message d'attente, il faut vraiment attendre, ça fonctionne, la recherche est en train de tourner. Donc ça dépend évidemment du nombre de catalogues interrogés à la fois. Et puis, je vais parler un petit peu du répertoire, qui est à la fois un répertoire de bibliothèque, sous la forme d'un annuaire qui est un petit peu plus détaillé. Vous avez un exemple à l'écran pour la bibliothèque d'Autun, qui va donner à la fois des informations pratiques, des informations un petit peu plus scientifiques sur l'histoire des collections, et on a un répertoire de fond. Je vais en parler un petit peu plus par la suite. La partie fond, elle est déjà parfois très riche. Elle va vraiment constituer un premier niveau de signalement pour tout fonds qui n'aurait pas déjà été catalogué à la pièce, mais qui serait ouvert à la consultation. On a parlé déjà ce matin de la nécessité, tu l'as dit Wilfried, Fabienne Henriot l'a dit d'une certaine façon aussi tout à l'heure, de signaler ses collections, ça évite le vol par exemple. Parfois on n'a pas le temps de cataloguer à la pièce ou on n'en est pas encore là, donc on va vraiment vous inciter à créer déjà des notices de fonds, des notices descriptives. Aujourd'hui, on a 5800 notices descriptives de fonds dans la partie répertoire de fonds et près de 5200 notices de bibliothèques. Je dis de bibliothèques, mais c'est parfois des musées, des centres d'archives, etc., etc. C'est assez vaste. On va également avoir une couverture de toute la France. Là, je vous ai montré le nombre de résultats de notices de bibliothèques en Bourgogne-Franche-Comté. On en a 259. On a également l'outre-mer et le répertoire va transcender lui aussi les frontières administratives. Vous pouvez le mettre à jour vous-même, il faut simplement nous contacter pour savoir comment faire. Si vous n'avez pas de notice pour votre établissement, vous pouvez aussi nous contacter et on vous dit comment faire, on la crée pour vous. Une notice d'établissement à jour. Et oui, il y a la moitié de mes diapos qui ont sauté, c'est pas grave. Créer une notice ou des notices de fonds dans le répertoire, c'est vraiment une première étape et un prérequis en fait pour commencer à participer au CCFR et à enrichir le CCFR. Donc on va sur le site bnf.fr, je vous ai mis à l'écran des captures d'écran. Vous avez tout un mode d'emploi pour enrichir le répertoire, enfin notamment nos différentes bases, avec les informations de contact. Donc comment enrichir finalement ce répertoire de fonds et comment finalement commencer son signalement via ce répertoire des fonds. Donc nous avons bien conscience que le reliquat de ce qui n'est pas signalé, on en a parlé précédemment, notamment parmi les collections patrimoniales. Dans le pas signalé, j'inclus à la fois ce qui n'est pas catalogué du tout, ou simplement ce qui n'est pas rétroconverti, puisqu'on sait qu'il y a les deux. Parfois, c'est conséquent. On a vu des graphiques intéressants tout à l'heure. Et ça peut être aussi très disproportionné par rapport au temps ainsi qu'aux compétences qu'on a à y consacrer. Et on sait parfois très bien que les forces sont parfois faibles, puisqu'il y a évidemment un très grand nombre d'autres impératifs en bibliothèque. C'est le cas partout en France. Vous avez une carte à l'écran qui vous montre la répartition des notices de fonds selon les régions à titre illustratif. Par conséquent, au CCFR, on essaie de vous proposer des solutions qui sont simples techniquement pour créer ce premier niveau de signalement sans aller jusqu'au catalogage à la pièce si vous n'avez pas encore le temps ou si vous n'en êtes pas encore là. Donc, créer une notice. Ah là là, mon très bel exemple de... Ah, non, c'est bon, il n'a pas complètement sauté. J'ai un très bel exemple pour vous montrer après. J'étais très contente de l'avoir trouvé. Donc, je voulais vraiment vous le montrer. Donc, créer une notice de fonds dans le répertoire pour un fonds qui n'est pas catalogué ou qui n'est pas rétroconverti, c'est vraiment un très bon moyen pour, dans un premier temps, arriver, et en peu de temps, en y consacrant peu de temps, à un premier niveau de signalement. Alors, attention... je ne sais plus si on l'a déjà dit ou si on va le dire après, mais ça suppose d'être prêt quand même à communiquer le fonds. Néanmoins, faut quand même pouvoir montrer le fonds à des chercheurs, à des lecteurs. Participer donc au CCFR, ça va donner une certaine visibilité.
Donc là, je vous ai mis l'exemple du fonds Bibliothèque du Capitaine Pinault, qui est un fonds de Salins-les-Bains, de la bibliothèque communale, municipale. Si vous cherchez le nom de ce fonds dans votre moteur de recherche préféré, le premier résultat qui sort, c'est la notice de fonds du CCFR. Ça marche pas à tous les coups, hein. Si vous avez un fonds George Sand, ça marchera pas, clairement. Il y a trop de bruit sur Google. Mais ça peut vous donner une large visibilité à vos collections, donc attention à ça. Et nous, côté CCFR, on va vous accompagner, soit en vous formant, soit en vous proposant un formulaire à remplir, et on va créer la notice pour vous. Ces notices de fonds, elles peuvent préparer, elles doivent en fait préparer un signalement ensuite, soit dans le catalogue général des manuscrits, même si ça va parfois prendre plusieurs années, soit dans la base patrimoine. Et avoir une notice de fonds, c'est la première étape pour commencer sa participation à la base patrimoine. Et puis enfin, la richesse de ces notices, elle est liée à votre appréciation. Vous pouvez vous contenter de quelque chose de très succinct. Là, j'ai pris un exemple d'une bibliothèque d'Auxerre. J'espère que c'est celle-ci que je voulais montrer, parce qu'il y en a la moitié qui saute. Bon. Qui est relativement brève. Et non, ça c'est une très longue, au contraire. Bon, on ne vous verrez pas de notice brève, puisque ma diapo a sauté. Ou une notice très riche. Et là, vous avez quelque chose de très détaillé, avec déjà beaucoup d'informations. Et puis enfin, les notices de fonds peuvent se faire écho les unes aux autres. Elles renvoient également aux notices de la base patrimoine lorsqu'elles existent et aux inventaires du catalogue général des manuscrits lorsqu'ils existent. Voici pour ma propre partie un petit peu abrégée grâce à PowerPoint. Merci PowerPoint. Ah oui, si, ça marche. Oui, donc avant de passer à la présentation de la base patrimoine, j'avais quelques questions pour Camille. Alors d'abord, peut-on chercher en même temps, je ne sais pas si vous m'entendez là, dans les notices d'imprimés et de manuscrits dans le CCFR ? Alors oui, effectivement, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant de savoir, c'est que le CCFR, c'est le seul endroit, et pour beaucoup de bibliothèques qui ne permettent pas l'intégration de l'EAD à leur SIGB, ça va être le seul endroit où on peut interroger à la fois conjointement les catalogues de manuscrits et d'imprimés. Par exemple, on peut comme ça localiser à la fois les manuscrits d'un auteur et son œuvre éditée. Et alors, dois-je obligatoirement créer une notice de fonds ? Alors, oui et non, il n'y a pas d'obligation en termes légaux. Wilfried sera très mécontent si vous ne le faites pas, et j'espère que voilà, ce sera noté quelque part. En revanche, et nous aussi évidemment, ce n'est évidemment rien d'obligatoire. Je l'ai dit, la participation au CCFR n'est pas obligatoire. En revanche, c'est obligatoire d'avoir une notice de fonds pour participer à la base patrimoine. Et comme je l'ai dit, c'est un prérequis, en tout cas fortement encouragé, pour ensuite continuer son travail de signalement et participer aux autres bases du catalogue collectif de France. Merci Camille. Alors donc, pour vous présenter la base patrimoine, d'abord un petit aperçu historique. L'acte de naissance de la base patrimoine, c'est en fait une mission confiée par le président Mitterrand en 1990 au président de l'établissement public Bibliothèque de France, qui ne s'appelait pas encore BNF. Et cette mission consistait à créer un catalogue collectif informatisé, des fonds patrimoniaux en région, donc pour compléter en fait les collections de la future BNF par des collections en région. Alors le petit problème, c'est que à l'époque, donc les grandes bibliothèques territoriales étaient informatisées ou étaient en voie de l'être, mais dans la plupart des cas, les fonds anciens ne figuraient pas dans les catalogues informatisés. Donc, le ministère de la Culture a lancé en fait une grande opération de rétroconversion des catalogues papier, à la fois catalogue sur fiche et catalogue imprimé, de manière à ce que, ça s'est déroulé pendant les années 90, et donc en fait, il y a eu un nombre important de bibliothèques qui ont vu leur catalogue papier rétroconverti, de manière à ce que en 2000 puisse être mis en ligne. Alors, ça n'était pas encore la base patrimoine, c'était la BMR, la base des bibliothèques municipales rétroconverties, qui comportait à l'époque 2 100 000 notices venant de 57 établissements, très majoritairement des BM classés.
Et ça n'est qu'en 2007 que la BMR est devenue la base patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette base patrimoine? On y trouve bien sûr des fonds anciens, alors au sens actuel du terme, donc avant 1830, mais aussi des fonds locaux et des fonds spécialisés sans limite de date. Donc il peut y avoir dans ces fonds locaux et spécialisés des ouvrages très récents, parus par exemple en 2021 ou 2022, à condition que ces ouvrages aient vocation à être conservés, donc à devenir le patrimoine de demain. On ne met pas dans la base patrimoine des ouvrages de lecture publique qui ont vocation à être potentiellement désherbés dans les années à venir. Mais à partir du moment où ça va devenir le patrimoine de demain, on est tout à fait d'accord pour prendre même des notices très, très récentes. Alors aujourd'hui, nous avons dans la base patrimoine, je suis désolé, on n'a pas 10 millions, mais on a 9 500 000 notices appartenant à 380 institutions, qui sont des BM classés, mais pas seulement. On a aussi donc d'autres BM qui ont des fonds patrimoniaux intéressants, des centres de documentation et des bibliothèques spécialisées, des bibliothèques de centres d'archives, Wilfried l'a déjà souligné, des bibliothèques cultuelles et des bibliothèques associatives. Donc une grande diversité de bibliothèques, mais de bibliothèques non académiques, puisque les bibliothèques académiques ont vocation à rejoindre le SUDOC et pas la base patrimoine. Dans la base patrimoine, on trouve évidemment des livres, 93% du contenu, mais pas uniquement des livres. On a également des notices d'articles de périodiques, de partitions, d'images fixes, etc. Pour les périodiques, alors en principe, on ne les prend pas dans la base patrimoine parce que les périodiques intègrent le SUDOC, même pour les bibliothèques non académiques. Le SUDOC est entre autres l'héritier du CCNPS, auquel de nombreuses bibliothèques territoriales participent. Mais on fait quand même une exception parce qu'on s'aperçoit que, en fait, beaucoup de bibliothèques territoriales ne signalent pas leur périodique dans le SUDOC et que certaines signalent certains titres notables, mais pas tous les titres. Donc, lorsque les périodiques ne sont pas signalés dans le SUDOC, nous acceptons de les intégrer à la base patrimoine. Le but étant, évidemment, que lors d'une recherche globale dans le CCFR, il n'y ait pas de doublon entre sources, que les périodiques d'un même établissement ne soient pas signalés deux fois. Alors, les manuscrits, ça va paraître bizarre, mais il y a quelques milliers de manuscrits dans la base patrimoine. Alors, on les prend uniquement lorsqu'ils ne sont pas signalés dans le CGM, parce qu'effectivement, certaines bibliothèques ont des petits fonds de manuscrits ou quelques manuscrits présents dans des fonds d'imprimés, et n'ont pas pour autant commencé à utiliser l'outil Tapir pour alimenter le CGM. Donc là, c'est pareil, on les prend à titre exceptionnel à partir du moment où ça ne fait pas doublon avec le CGM. Mais les manuscrits ont vocation à intégrer le CGM et à ce moment-là, on les retire de la base patrimoine pour qu'ils ne fassent pas doublon. Alors, du point de vue des langues, la langue française est en très grande majorité dans les ouvrages signalés dans la base patrimoine, mais on a aussi du latin, 362 000 notices d'ouvrages en allemand et 343 000 en anglais. Oui, l'allemand a très récemment dépassé l'anglais, grâce aux bibliothèques alsaciennes, mais aussi à l'Institut historique allemand que l'on a très récemment intégré à la base pat. On trouve également des partitions. Donc les partitions viennent beaucoup du projet Patrimoine musical en région, donc soutenu par le ministère de la Culture dans les années 80. Et c'était d'abord des catalogues papier qui ont ensuite, en 2009-2010, été rétroconvertis et intégrés à la base patrimoine. Et donc, il y a également beaucoup de fonds, vous trouvez effectivement beaucoup d'ouvrages appartenant à des fonds remarquables, en lien, comme le disait Camille, avec le répertoire, puisque le répertoire est une source aussi pour interroger la base patrimoine. Alors, comment interroger la base patrimoine? Vous voyez à l'écran le formulaire d'interrogation. Alors, à vue de nez, c'est du classique, vous avez les critères habituels. Vous pouvez chercher par auteur, titre, sujet, mot, notice. Mais aussi, j'attire votre attention sur la recherche par date et tranche de date. Ça vous permet, par exemple, de rechercher tous les incunables.
hein, vous cherchez entre 1400 et 1500, vous avez les incunables, ou toutes les impressions du XVIe siècle. Donc ça, c'est très intéressant, en particulier combiné avec d'autres critères. J'insiste aussi sur les particularités d'exemplaires. Donc là aussi, les particularités de reliure, de dédicace, telle ou telle provenance, ce sont vraiment des données que l'on cherche à mettre en valeur dans la base patrimoine, parce que lorsqu'on fait une recherche sur l'ensemble du territoire pour un titre ou un auteur précis, c'est très intéressant de voir quels sont les exemplaires remarquables et quels sont ceux que l'on voudra consulter en priorité en lien avec telle ou telle recherche. Alors, il y a également des critères géographiques, des critères de localisation, donc par région, par département, par ville. Donc là aussi, je cherche des livres sur tel sujet dans ma région, et c'est très, très pratique pour créer comme ça un sous-ensemble. Et puis, la base patrimoine peut également être interrogée directement depuis le répertoire, par établissement ou par fonds. Alors, pratiquement, comment intégrer les notices de son établissement dans la base patrimoine? Alors, il faut bien sûr que ces notices soient déjà sous forme informatique, hein, donc qu'il y ait eu une rétroconversion ou un rétrocatalogage donc de ces documents, donc rétroconversion à partir de sources papier ou catalogage à partir du document. Et pour le chargement, les prérequis sont simples, hein. Nous avons besoin d'un export de vos notices en Unimark ISO 2709 avec les données d'exemplaires. Les données d'exemplaires, c'est très important qu'il y ait la cote qui permet d'identifier, de caractériser précisément chaque exemplaire de l'ouvrage, et également tous les champs qui vont nous permettre de segmenter votre export entre les différents fonds, hein, de manière à ce qu'on puisse faire le lien de manière pertinente avec les descriptions de fonds qui figurent dans le répertoire. Et nous recommandons également, hein, nous préférons que vous nous fournissiez un export encodé en UTF-8. Bon, ça n'est pas une obligation parce que tous les SIGB ne le permettent pas, mais en particulier lorsque vous avez des ouvrages catalogués dans des alphabets non latins, hein, du chinois, de l'arabe, etc., c'est quand même beaucoup mieux que ce soit en UTF-8 parce que on a la garantie que ça va bien s'afficher ensuite dans la base patrimoine. Donc, de manière pratique, nous vous demandons, lorsque vous avez le projet de charger vos fonds ou de faire une mise à jour, de nous envoyer un export test pour que l'on puisse vérifier en fait la lisibilité, la bonne structure du fichier et la complétude du format, et s'assurer que lors du chargement, il n'y aura pas de difficultés ou de manque. Mais bon, dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème de format parce que les SIGB en production maintenant respectent tout à fait ce format. Et alors, à titre indicatif, parce que ça peut changer en fonction de notre plan de charge, lorsque vous nous envoyez des notices, il y a en général un délai de 4 mois pour qu'elles soient visibles ensuite dans la base patrimoine après chargement. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation. C'est bon? Oui, ça marche. Alexandre, une petite question avant de passer à la suite. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques fonds remarquables en Bourgogne-Franche-Comté qu'on trouve dans la base patrimoine? Mais bien sûr. Alors, je passerai très rapidement sur le fonds Jean Ménera que Fabienne Henriot a déjà décrit de manière très complète. Hein. Bon, pour préciser que c'est évidemment un fonds tout à fait remarquable parce que c'est le plus grand fonds français sur le jeu d'échecs et l'un des 3 fonds mondiaux les plus remarquables sur le sujet. Hein. Mais aussi, on trouve par exemple la bibliothèque de la Société des ingénieurs civils de France, qui est conservée à l'écomusée du Creusot. Et donc ça, c'est 50 000 volumes pour un fonds consulté à partir de 1848, et qui est une source vraiment remarquable pour l'histoire technique de la France entre 1848 et 1975. Alors, on y trouve aussi bien des ouvrages liés au génie civil, à l'urbanisme, à l'architecture, à la construction métallique, à l'industrie chimique. Donc ce sont vraiment, en histoire technique, c'est vraiment une source tout à fait remarquable, avec aussi
de nombreux ouvrages étrangers, souvent obtenus par échange. Et je peux citer aussi la bibliothèque municipale de Châtillon-sur-Seine, qui a un fonds patrimonial très intéressant, beaucoup constitué à partir des confiscations révolutionnaires. Hein. Bon, les fonds des abbayes et couvents du Châtillonnais ont largement alimenté cette collection. Et donc, le fonds patrimonial, c'est 23 000 documents dont la rétroconversion est en cours, et actuellement, il y a 11 000 documents chargés dans la base patrimoine qui l'ont été en juillet 2022. Et puis, j'ajoute qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, hein, ça va être passionnant, et je citerai tout à fait au hasard le fonds gourmand de la bibliothèque municipale de Dijon, et c'est 43 000 documents, et si on peut le charger, moi j'en salive d'avance, hein, vraiment. Alors, oui, parce que même si ça n'est pas un fonds ancien, c'est un fonds spécialisé. Donc, alors oui, l'écueil est peut-être de s'assurer que vous n'ayez pas l'intention de faire du désherbage dans ce fonds dans les années à venir. Mais si vous êtes convaincu que c'est le patrimoine de demain, on y va, hein, moi je le charge avec plaisir. Une autre question pour toi, Alexandre. J'ai envie de faire ma rétroconversion, je suis prête, mais concrètement, comment je fais ? Alors, la rétroconversion, ça va dépendre aussi beaucoup de ce que l'on a déjà comme source. S'il y a un catalogue papier sur fiche, ce sont des fiches dactylographiées ou manuscrites très lisibles, ou si on a un catalogue imprimé qui a été publié au 19e ou au début du 20e et qui reflète toujours les collections anciennes, qui est toujours à jour. Dans ces cas-là, ça peut être effectivement très intéressant de rétroconvertir, donc soit en confiant cette rétroconversion à un prestataire, soit en effectuant cette rétroconversion en interne avec les équipes de la bibliothèque. En revanche, si on n'a pas, je dirais, d'instruments de ce type, d'instruments papier, ou si les fiches sont complètement illisibles et plus du tout à jour, il est plus intéressant de faire un rétrocatalogage, donc de repartir des livres pour faire du catalogage livre en main. Donc sachant que soit l'équipe de la bibliothèque peut le faire, mais en général, on a beaucoup d'autres choses à faire et le patrimoine est une priorité, mais pas toujours la priorité des priorités. Donc, Wilfried le disait, mais donc le ministère, mais aussi la BNF, peuvent vous soutenir dans ces projets de rétroconversion, hein, via la DGD, via le plan d'action pour le patrimoine écrit. Et n'hésitez pas à prendre contact avec vos chargés de mission patrimoine et l'agence régionale de coopération, de manière à ce qu'on puisse vous accompagner dans cette mission délicate mais passionnante qui consiste à rétroconvertir vos catalogues anciens. Alexandre. Donc moi je vais vous parler du catalogue général des manuscrits et de toute la partie qui se trouve donc dans le CCFR, ce que j'appelle ma brique manuscrits et archives, dans lequel on trouve tous les instruments de recherche qui là qui ne viennent pas de l'Unimark, mais qui sont en EAD XML et qui sont sous deux formes en réalité. On a des instruments de recherche qui décrivent des collections de manuscrits, donc ça qui sont vraiment, je dirais, soit les instruments de recherche rétroconvertis qui viennent des volumes imprimés du catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, le CGMBPF, ou qui en fait c'est la suite des collections des manuscrits. On va avoir des descriptions de manuscrits les uns à la suite des autres avec des numéros qui s'incrémentent. Mais l'autre sorte d'instrument de recherche, qui est c'est souvent cette sorte-là qui pose problème quand on se lance dans ce projet, c'est tout ce qui va être instrument de recherche de fonds d'archives, qui sous-entend derrière une description archivistique à niveau
Et c'est souvent ça, devant ce genre d'instrument de recherche, qu'on se trouve en tant que bibliothécaire un petit peu en difficulté, moi la première, puisque j'ai passé, avant d'arriver ici, 10 ans à pédaler dans la semoule et à mettre les mains dans le cambouis pour essayer de savoir par quel bout je prenais mes centaines de cartons pour savoir comment commencer. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on trouve dans la brique manuscrits et archives du CCFR? Donc, comme je vous ai parlé du CGM BPF, Fabienne en a parlé tout à l'heure, donc le catalogue général des manuscrits publics de France, qui, en fait, les volumes imprimés ont été édités entre 1841 et 1993. On est sur 150 ans en réalité. Par la suite, les bibliothèques ont fait un peu ce qu'elles pouvaient pour continuer le travail, hein, sous des formes très très diverses qui vont sûrement vous parler, que ce soit sur des disquettes en plastique qu'on met dans des ordinateurs, des petites fiches manuscrites, des registres d'entrée, enfin tout est possible. Il a fallu attendre 2008, l'énorme rétroconversion de la totalité des volumes pour qu'on ait un socle informatique de ce catalogue général qui a été hébergé par le catalogue collectif de France dès le départ. Donc ce socle réunit dès le départ à la fois les bibliothèques qui sont aujourd'hui, qui dépendent de l'enseignement supérieur, et les bibliothèques qui sont les bibliothèques de la territoriale ou qui dépendent du ministère de la Culture. Donc là aussi, comme disait Camille tout à l'heure, on est face au seul catalogue aujourd'hui qui vous permet de faire des recherches dans la totalité des ressources, archives et manuscrits, quelle que soit l'institution et quelle que soit, sa tutelle. Donc 2008, énorme rétroconversion, et après, à charge, entre guillemets, aux bibliothèques de se dépatouiller avec leurs petits fichiers XML. Sauf que l'XML, en 2008, on regardait ça un peu comme une poule regarde une fourchette, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop quelle boule prendre. Gentiment, alors l'enseignement supérieur qui avait finalement une petite partie du CGM BPF en proportion et qui en plus était centré sur un nombre restreint d'établissements très souvent parisiens, c'était assez simple pour eux, ils ont tout pris en main, ils se sont réunis autour d'une table, ils ont créé Calam et ils se sont lancés dans l'aventure. Pour tout le côté territorial, c'était beaucoup plus compliqué parce que en réalité, c'est un nombre invraisemblable d'établissements avec des profils très différents. On a des bibliothèques qui sont dans le CGM parce qu'ils ont un manuscrit. Et là, ça devenait invraisemblable de leur confier le fichier XML pour qu'ils se dépatouillent avec. Donc, il y a eu 3 personnes, en réalité, 2 conservateurs à la Bibliothèque nationale qui se sont chargés de l'intégralité de la rétroconversion pour la totalité des bibliothèques territoriales. Le tout a été chargé dans le CCFR et les bibliothèques, peu à peu, je dis bien peu à peu parce que ça a été lent de s'adapter à l'XML. Moi, je suis arrivée à la ville de Paris toute jeune en 2009. Comment vous dire que quand on m'a catapultée dans l'XML, ça a été un petit peu douloureux au départ. Donc, toute cette phase-là n'a pas été très simple parce que c'était compliqué pour les établissements. Il fallait un éditeur XML, il fallait se former, puis après, il fallait envoyer les fichiers XML à l'ABN qui devait les charger, etc. Et on n'avait pas la main sur la correction. On laissait passer une coquille, on avait la coquille qui restait là pendant 6 mois, pendant 1 an, en attendant le prochain chargement. Et on s'est rendu compte, l'ABN s'est rendu compte, le département de la coopération, que finalement, pour vraiment booster le projet, il allait falloir aller plus loin. Il y avait une grande demande de la part des établissements partenaires d'avoir un outil qui permette de simplifier l'entrée dans l'éditeur XML. Et est arrivé, alors pas lui, qui lui n'a que 6 mois, mais est arrivé l'outil Tapir, Tapir qui n'est pas que l'animal, même si aujourd'hui on le réduit à ça parce que c'est un animal fort sympathique et qui a plutôt tendance à démystifier l'XML EAD et qui, pour les collègues d'ailleurs, a un côté très, réconfortant. Ça a tendance à faire baisser le côté anxiogène de ces trucs-là. Tapir veut dire traitement automatisé pour les instruments de recherche. Donc c'est vraiment l'idée, les partenaires qui demandaient, moi je veux bien faire de l'XML, j'ai rien contre. Par contre, comment je fais si j'ai un stagiaire 3 mois, est-ce que je vais passer 1 mois et demi à le mettre dans l'éditeur XML pour après n'avoir plus qu'1 mois et demi de travail? Donc c'est un outil qui vous permet de faire l'XML EAD presque, je dis bien presque, sans vous en rendre compte. Et depuis que cet outil est arrivé en 2018, donc si on enlève les années confinement, etc., c'est encore un bébé, hein, il est tout petit, notre outil, il y a eu une explosion de signalement des manuscrits et des archives.
sans compter que j'avoue avoir été un peu rouleau compresseur l'année dernière en termes de formation, puisque j'ai formé plus de 130 collègues en 8 mois au niveau de l'outil, ce qui vous donne un peu l'idée de la demande aussi et du besoin de se lancer dans ces projets-là, mais c'est très très bien. Et là, je suis un peu comme Alexandre, je suis bien désolée, j'aurais adoré vous dire qu'on est aux millions de composants, on est à 970 000 composants. Donc voilà, il aurait fallu décaler un peu plus la journée, Maud. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a en fait? Quelles sont les institutions qui participent aujourd'hui à la base archives et manuscrits? C'est comme, en réalité, c'est comme tout le reste du CCFR. Comme il faut rentrer par le répertoire et que généralement, la première étape, c'est de passer par Alexandre, moi, je suis en gros le petit wagon de la fin, on arrive vers moi quand le reste est fait, parce que c'est évidemment le moins simple et que c'est ce qui fait peur. Et très souvent, en fait, sur des années et des années, c'est ce qui est resté coincé dans un bout de magasin. Il y avait une pile de cartons, on se disait, ils sont très bien là, on verra plus tard. Et donc, voilà, quand on n'a plus que ça à faire, et finalement, on vient vers nous. Donc, on a des bibliothèques, bien sûr, mais on a aussi des bibliothèques de musées, des archives municipales, on a aussi des bibliothèques de conservatoires, des bibliothèques de centres nationaux, puisque je vais former des collègues du CNAC, Centre national des arts du cirque. Et on a parfois, ça commence un tout petit peu, mais pour le moment, c'est encore un peu frileux, des bibliothèques de maisons d'écrivains, et on a aussi des bibliothèques d'associations ou de sociétés. Voilà, en gros, donc vous voyez que c'est très, très, très varié. Le côté non mesurable, comme l'a dit tout à fait Fabienne, mais qui nous remonte chez nous immédiatement, c'est quand je publie un inventaire, que ce soit un inventaire de fonds d'archives ou un inventaire de collection de manuscrits sur le CCFR, immédiatement, dans le mois suivant, j'ai des gens qui viennent en salle de lecture. Et ça, c'est vrai que comme le CCFR propose à la fois la porte d'entrée par bibliothèque, par fonds, réunit les imprimés, mais aussi les manuscrits, ça devient un petit peu la base incontournable pour les chercheurs quand ils se lancent dans un sujet. En plus, ça leur permet de cartographier leur projet de recherche, où est-ce que je vais aller travailler, etc. Donc, ça reste, voilà, c'est vraiment le socle. Surtout qu'aujourd'hui, la base archives et manuscrits, vous voyez derrière, réunit donc le CGM, mais aussi BNF-AM, c'est-à-dire la base archives et manuscrits de l'ABN, CALAM, qui est la base archives et manuscrits de l'enseignement supérieur. Donc, c'est plus simple d'aller voir dans un seul outil que dans 3. La recherche, vous voyez, ça se présente exactement comme la base patrimoine. Donc, on peut rechercher par mots-clés, par personne avec les rôles, titre, sujet, langue. Après, ce qui est très souvent fait, c'est rechercher par ville et par institution. Et ça, c'est très pratique. Quand vous mettez la bonne ville, il n'y a plus que les institutions de la ville qui sortent. Et donc, ça permet de faire un très, très bon filtre. Et ça permet aussi, du coup, d'avoir la totalité des instruments de recherche qui sont présents et disponibles pour une bibliothèque. Tout en sachant que si je vous disais le nombre d'instruments de recherche qu'il y a encore dans Tapir et qui ne sont pas encore publiés, c'est bon, on a encore de la marge et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont encore sortir. Et c'est vrai que les archives et manuscrits, si c'est rebutant au départ, ça a un côté super sympa, ça a un côté chasse au trésor, parce que dans des fonds, de manière improbable, il y a des pièces parfois qui sortent et très souvent, on a des nouvelles comme ça. Et c'est quand même très, très satisfaisant. Je prends un exemple pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la recherche dans la base archives et manuscrits, qui n'a rien à voir en fait avec la recherche dans la base patrimoine. Là, je prends l'exemple du fonds René-Louis Doyon de Mâcon. Mâcon a très très bien travaillé ces derniers mois. Donc, le fonds René-Louis Doyon, fonds d'archives. Donc, en fait, on retrouve un certain nombre d'informations qu'on a dans la description des fonds, au plus haut niveau des instruments de recherche. Là, on voit bien, papier, 2 mètres linéaires. On a après toute la description de René-Louis Doyon, de l'historique, de comment le fonds est rentré, etc. Ça, ce sont les informations des notices de fonds. D'où le fait qu'on dit très souvent que passer par le répertoire et créer la notice de fonds, moi, ce que j'invite à faire, c'est quand on se lance dans la description d'un fonds d'archives, on crée la notice de fonds en même temps qu'on crée l'inventaire. Ce sont exactement les mêmes informations, vous gagnez du temps, et comme ça, c'est bon des deux côtés. Et en fait, la spécificité d'un inventaire, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore trop bien la description archivistique à niveau, c'est que quand on rentre dans un fonds d'archives, vous avez sur la gauche de l'écran la structure de votre instrument de recherche. Et en fait, ça fonctionne avec une structure arborescente qui se déplie et qui va se déplier et se déplier
jusqu'à ce qu'on arrive finalement aux documents qui nous intéressent. Donc là, moi, j'ai choisi de déplier la partie ouvrage. Dans la partie ouvrage, la partie roman, nouvelle, théâtre et poésie. Et j'ai choisi de déplier, donc là, vous voyez tous les poèmes qui sont disponibles en fait avec les cotes. Et quand on clique encore sur les poèmes, on arrive par exemple sur le MS 480, un feuillet, parce que là, on est vraiment allé dans la précision. Quel est l'intérêt de cette description archivistique? Tout simplement, quand on est dans la base patrimoine et qu'on recherche un volume et qu'on récupère une notice, on n'a qu'une seule notice isolée qu'on récupère. Là, si j'avais demandé spécifiquement ce poème signé R. Laoulette, il serait arrivé. Mais quand je rentre dans l'inventaire, je me retrouve plongée dans un contexte, et un contexte extrêmement foisonnant. Donc c'est une invitation pour le chercheur à se déplacer et à découvrir. Donc, ce qui est très intéressant avec le signalement des manuscrits et des archives, c'est que c'est déjà un outil de valorisation. Et donc, je rebondis sur le côté promotionnel des catalogues. On est en pleine promotion avec Tapir, puisque, voilà, par un composant, vous avez la totalité de l'instrument de recherche qui arrive. Et par ailleurs, on parlait aussi, Wilfried en a parlé tout à l'heure, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au feuillet quand on n'a pas le temps, et ça c'est l'énorme avantage aussi de cette description-là. Là, Mâcon est allé jusqu'au feuillet et ils ont fait de l'orfèvrerie, mais on aurait tout à fait pu rester à ce niveau-là, ce qui permet déjà aux chercheurs de dire « Ok, moi ça m'intéresse, René-Louis Doyon, je vais déjà aller voir tous les dossiers thématiques. » Et comme ça, je sais que ça existe. Ou alors, je vais voir toutes les notes ou toute la documentation. Et ça permet déjà de savoir que pour René-Louis Doyon, non seulement on a les travaux et recherches, mais qu'on a aussi les papiers professionnels, les papiers personnels, la correspondance et un sous-fond à l'intérieur. Donc en gros, moi, si je suis chercheur et que je vois cet instrument de recherche sortir, je me dis, mais en gros, c'est le fond de René-Louis Doyon. Et en fait, j'ai la quasi-totalité de tout ce qui va le concerner, qui va se trouver là avec des documents originaux. D'où le fait que cette description à niveau est vraiment un appel du pied pour le chercheur. Alors, je vous présente quand même très rapidement notre petit outil Tapir. Donc, là, je ne vais pas vous faire une formation parce qu'il y a encore des traumatisés de ma formation. C'est une formation horriblement dense, il faut quand même l'avouer, même si c'est un outil super instinctif et très agréable une fois qu'on a compris, mais ça véhicule tellement de notions derrière que c'est parfois un peu abrupt de s'y mettre. En tout cas, l'outil est extrêmement satisfaisant quand on a galéré comme moi dans les éditeurs XML, dans le dur et dans le code, parce que ça permet en réalité très facilement de créer des arborescences. Là, vous voyez la partie gauche de l'écran, toujours un peu comme dans le CCFR, vous avez toutes les arborescences qui se créent. Sur le côté droit, vous avez l'affichage avec les informations sur l'IR, et quand on rentre véritablement dans l'outil, par le côté gauche, on peut créer des composants, rajouter, voilà, on peut manipuler, déplacer, supprimer, sortir un composant du dossier. Enfin, on a vraiment on s'amuse, quoi, si tant est qu'on le puisse, mais promis, vraiment c'est chouette. Donc voilà, en gros, cet outil, tout ce qu'il permet, et il facilite grandement la vie. Après, comment on se lance dans un projet de ce type-là? Ça fait peur, je suis d'accord, parce que quand on est bibliothécaire, on est très souvent, moi ce qui m'est dit en début de formation, mais moi je ne suis pas archiviste. Non, mais on est d'accord. N'empêche qu'ils sont là, ces documents, il faut bien qu'on s'en occupe. Donc, comment on fait? En réalité, il faut prendre les choses par le petit bout, il faut classer, et c'est ça qui est très très important dans un fonds d'archives, c'est toute la période préliminaire de classement, de tri. On est obligé de créer une arborescence, il faut reconditionner, il faut coter de manière à préparer la communication avant de signaler. Et Tapir, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'une fois que tout est fait, que tout est clean, je signale, je publie directement, et comme ça, les chercheurs sont prêts à venir. Et évidemment, pour tous ces projets-là, je suis là pour vous accompagner autant que faire se peut, parce que voilà, comme les autres, je suis toute seule pour toute la France pour ma brique. Donc ça fait quand même beaucoup d'accompagnement. Mais on est arrivé à un système qui marche pas mal, avec une formation en présentiel et des zooms d'accompagnement après qui permettent, par le partage d'écran, voilà, de débloquer beaucoup de choses, avec tout l'accompagnement informatique aussi nécessaire, si besoin est, pour des projets plus spécifiques. Parce qu'évidemment, si vous avez déjà des choses présentes
dans vos bibliothèques. On ne va pas faire table rase et je ne vais pas vous dire, ben non, on s'en fiche, vous recommencez à zéro, mais il y a toujours moyen de récupérer quand même d'une manière ou d'une autre les données déjà existantes. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté Tapir. Petite question. À quel moment dans mon projet de signalement puis-je entrer dans Tapir et me lancer dans le signalement de mes collections de manuscrits et de fonds d'archives? Bah, à la fin, voilà. Non, vraiment, vraiment c'est important. D'abord, voilà, d'abord, je vais dans le répertoire, je crée ma notice de fond. Je suis un peu obligée de passer en formation parce que Tapir, on ne peut pas y accéder comme ça. Moi, je crée un compte et je donne le compte en formation. Donc, forcément, il faut passer par moi à un moment ou à un autre. Et après, bah, voilà, c'est un peu du travail C'est du travail un peu de bénédictin, hein, mais c'est un côté, même si c'est ardu, c'est un côté très satisfaisant. On est très content de mettre de l'ordre. Et on fait ça, je ne sais pas comment vous dire ça autrement, à la fin. C'est-à-dire que c'est vraiment la fin de toute une réflexion, mais même une réflexion, je dirais, plus globale sur la totalité de votre projet de signalement dans votre établissement. Alors, pour vous aider de manière un peu plus précise, avec un groupe de collègues experts, ultra experts dans tout ce qui est Tapir, signalement des manuscrits, dont on a 3 glorieux représentants ici aujourd'hui, on est en train de rédiger le guide d'utilisation de l'outil. Et on s'est dit que le guide n'était pas suffisant, parce qu'on aime bien se rajouter du travail. Donc en fait, avec le guide, existeront des fiches pratiques, mais alors vraiment pratico-pratiques, d'accompagnement de gestion de projet de vos signalements. Et là, il y a notamment une fiche assez complexe, très complète, mais qui permet de vraiment expliquer tout ce qu'il faut faire avant. Et il y a notamment une phase très importante qui est l'identification du fonds. Est-ce que le fonds est en dépôt? Est-ce que le fonds appartient à l'établissement? Tout simplement parce qu'on ne va pas s'amuser à passer 5 ans à décrire un fonds pour que derrière le propriétaire du fonds vienne le chercher en disant « c'est à moi ». Et c'est déjà arrivé. Question pour vous deux, finalement. Finalement, en quoi ce travail qu'on peut effectuer dans le CGM, il est différent du travail qu'on peut effectuer dans la base patrimoine? Tu veux commencer? J'y vais. La grande différence, en fait, c'est vraiment dans la procédure. C'est-à-dire que côté CGM, il y a un outil que vous avez en main. Vous pouvez travailler en interne. Si vous n'arrivez pas, que vous n'avez pas suffisamment de monde, ce qui est très très souvent le cas, sachant que le travail des archives, ça peut être aussi très long. Il y a les aides qu'on peut soulever par les agences, les dossiers d'appel à projet patrimoine écrit, le passage très précieux et ô combien apprécié des catalogueurs itinérants qui viennent faire ça chez vous, pour vous, c'est beau ça quand même. Et du coup, qui derrière, quand ils sont partis, tout est nickel et tout beau. Donc voilà, il ne faut jamais hésiter, si vous avez envie en tout cas de signaler, mais sachez qu'il y a un outil et la publication vous appartient, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez quand vous publiez et c'est tout à fait entendable de publier un instrument de recherche qui n'est pas terminé. Et ça, c'est très important aussi. On signale quand on a envie. Oui, et donc en fait, un peu la différence avec la base patrimoine, c'est que côté base patrimoine, nous, on ne vous propose pas d'outils, on vous propose juste en fait la partie affichage et on travaille à partir des exports que vous nous fournissez. Donc, soit un premier export pour un nouveau fonds que l'on va intégrer, soit une mise à jour pour un fonds qui a évolué. Mais en fait, vous faites la gestion au quotidien, le catalogage, dans votre propre SIGB et vous faites l'export ensuite. Alors, effectivement, donc ça suppose aussi que la segmentation en fonds, elle reflète peut-être celle de votre SIGB, encore qu'il y ait des cas où on puisse avoir des différences, où une bibliothèque souhaite dans la base patrimoine, mettre en valeur, extraire tel ou tel fonds, alors que dans le SIGB local, ça n'est pas forcément aussi, la séparation n'est pas forcément aussi claire. Donc il peut y avoir des différences comme ça, hein, mais en fait, on travaille en fait sur l'analyse de vos fonds en commun. Hein, c'est un travail qui se fait en commun entre vous et nous pour chaque chargement.
Et la dernière petite chose que je voulais dire par rapport au fonds d'archives notamment, c'est que en réalité, on est parfaitement complémentaires. Si on prend l'exemple le plus typique et qui se retrouve de la manière la plus courante, c'est quand quelqu'un vous donne son fonds d'archives ou que les descendants vous apportent les papiers du grand-père, par exemple, très souvent la bibliothèque arrive avec. Et en réalité, vous allez avoir dans le répertoire une notice de fonds globale avec un lien côté base patrimoine pour la bibliothèque de l'auteur et un lien côté manuscrit et archives pour l'instrument de recherche du fonds d'archives, des albums photos de famille, des papiers personnels, de la correspondance, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt aussi de ces deux bases. De toute façon, on est dans le bureau à côté, hein, donc très souvent, voilà, on travaille en parallèle sur vos projets et voilà, qu'ajouter, rien. Merci à tous les trois pour cette présentation tout à fait claire. J'ajouterais qu'en tant qu'usagère et une grande fan du CCFR que j'utilise sans plaisanter presque tous les jours, vraiment c'est miraculeux comme outil. Enfin, pas plus tard qu'hier soir, je cherchais des choses sur un brave bénédictin comtois du XVIIIe siècle. J'ai pu faire ressortir des bouts de manuscrits, des tas de choses dont j'aurais jamais soupçonné l'existence sans cet outil. Et vraiment, non, c'est le bond en avant en termes d'études bibliographiques sur les imprimés anciens et sur les manuscrits. Il est vraiment extraordinaire depuis une vingtaine d'années. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Oui, à distance. Oui. Alors, je vais vous laisser nous la transmettre. Alors, c'est une question pour Wilfried Müller, puisque le live et le direct sont un peu décalés. De Gabriel Montarnal, qui demande comment un musée peut-il s'inscrire dans un plan régional pour pouvoir bénéficier de l'appel à projet patrimoine écrit des bibliothèques. Alors, je vous passe le micro. En fait, il faut se rapprocher de l'agence régionale pour le livre et la lecture de sa région pour s'inscrire dans un plan régional. C'est pas plus compliqué que ça. Après, il faut quand même s'inscrire dans un plan régional. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'appel à projet, il n'est pas dédié au musée. Il est quand même en principe réservé aux bibliothèques. Il peut y avoir des exceptions, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine logique. Alors moi, c'est pas une question. Oui, c'est bon. Je suis donc Sylviane Jourdeuil, conseillère livre et lecture à la DRAC pour la région, l'ex-région Bourgogne. Et j'associe à mon intervention ma collègue qui devait être là ce matin et qui a eu un petit problème de logistique avec la SNCF, Abiba Imaengfen, qui elle-même est conseillère pour les 4 départements ex-franc-comtois, pour vous signaler que nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur vos dossiers de demande DGD, pour les opérations de signalement qui, dans notre région, donc ça ne concerne que les structures de Bourgogne-Franche-Comté, sont accompagnées au taux de 60%. Donc c'est quand même un taux très incitatif. Je précise que dans le cadre de la DGD, même si la circulaire est nationale et que les conditions d'éligibilité sont les mêmes partout sur le territoire, les taux d'accompagnement sont différents d'une région à une autre car ils sont décidés chaque année par chaque préfet de région. Donc les 60% concernent la région Bourgogne-Franche-Comté et je ne m'engage en rien pour les autres régions. Je ne voudrais pas que les collègues viennent ensuite me tomber dessus en me disant que j'ai un petit peu survendu la DGD signalement. Ce sont des dossiers qui ne sont pas très complexes à monter, donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, il faut que ce soit quand même significatif parce que chacune de nos aides DGD doit être d'un minimum de 1 500 €. Donc, il faut que 1 500 € représentent 60% de votre enveloppe totale. Et cette aide concernera
soit un recours à un prestataire extérieur, soit un recrutement de personnel spécifiquement dédié à cette opération. Puisque la question m'a été posée, je réponds, le recrutement d'un stagiaire dans le cadre d'un programme d'études de plus de 2 mois et qui nécessite donc une participation financière de la collectivité n'est pas éligible à l'aide DGD parce que il s'agit vraiment d'une indemnité donnée par la collectivité et pas un salaire. Donc il faut que ce soit véritablement un recrutement de personnel spécifiquement dédié pour une opération, une mission délimitée dans le temps, hein, c'est tout à fait possible, ou un prestataire comme il y en a un certain nombre au niveau national, et on pourra de toute façon vous donner aussi des contacts le cas échéant. Voilà, c'était juste une petite précision. Précision utile, merci beaucoup. Y a-t-il... oui, alors, des questions? Donc toujours Pascal Milly. Dans un futur proche ou lointain, vos belles invitations aux recherches, très érudites, pourront-elles aboutir à des liens avec Biblissima, de façon à mettre l'accent sur les provenances et les notions de propriété de nos documents? Est-ce que ce serait possible? Parce que je pense que c'est un peu compliqué. Et autre lien, parce que j'entendais parler de fonds d'archives municipales, alors là, vraiment question ouverte, également avec les fonds d'archives départementales. Alors, les fonds d'archives départementales, ils sont régis par, Wilfried me corrigera si je dis une bêtise, je ne sais pas si tu es plus au courant que moi ou si l'un de vous est plus au courant que moi, mais si je ne me trompe pas, ils sont régis par le Code du patrimoine et c'est vraiment très différent de ce qui se passe en bibliothèque puisqu'il y a des obligations légales, etc. etc. Ce n'est pas un sujet que je connais très très bien, mais ce que je sais, c'est globalement ça. Donc pour le coup, c'est le SIAF qui s'occupe des archives, départementales. C'est pas le même bureau ministère de la Culture, c'est pas la même législation. Donc c'est des questions qui sont assez différentes. Nous, on s'occupe vraiment pas du tout de ça. C'est pas notre vocation. Marie-Françoise a beaucoup parlé d'archives. Les archives dont on va s'occuper, qu'on va récupérer en quelque sorte au CCFR, qu'on va signaler dans le CCFR, c'est des archives de bibliothèques. Donc c'est des archives que les bibliothèques ne sont pas censées jeter parce que normalement il y a théoriquement des conditions de don, etc. Mais c'est des archives qui légalement n'ont que leur valeur, la valeur qu'on leur accorde. Ce ne sont pas des papiers officiels. Si vous jetez les archives de Marcel Proust, bon, il y a des gens qui vont être assez mécontents, mais enfin légalement, c'est pas encadré par le Code du patrimoine de la même façon que les archives de je ne sais quel organisme public déposé aux archives départementales. Tu veux préciser quelque chose ? Oui, en fait, juste pour compléter, quand on parle de fonds d'archives en bibliothèque, c'est vraiment des fonds d'archives privés et littéraires les 3/4 du temps. Et bon, il y a des bibliothèques qui s'en cachent pas, hein. Il y a certains fonds, c'est très rare en bibliothèque qu'un fonds soit à 100% super passionnant. Je crois qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir se passer, je dirais, d'une partie du fonds. Voilà, maintenant, quand c'est donné, on traite, parce que malgré tout, il y a toujours des choses intéressantes. Mais effectivement, le système des archives fonctionne de manière radicalement différente et ils ont développé leurs propres outils aussi. Et nous, on respecte effectivement le ADXML, l'ISAG, mais on respecte aussi les bonnes pratiques. Je dirais, il y a un site, EAD en bibliothèque, qui existe depuis la grande rétroconversion 2008, où il y a tous ceux qui faisaient partie de la rétroconversion des fichiers originaux du CGM-BPF qui sont réunis autour d'une table en disant « Ok, on a l'EAD, c'est un format super souple, comment en bibliothèque on va l'utiliser ?» Et en fait, nous, on a fait ça entre bibliothèques. Les archives, j'ai souvent échangé avec eux par le passé dans leur manière de travailler avec le ADXML. Très souvent, ils ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Alors évidemment, c'est de l'XML,
Mais en fait, c'est pas pour ça que ça va être récupérable par Tapir, c'est pas pour ça que ça va être affichable facilement dans le CCFR. Donc ils ont leurs propres outils aussi. Après, on a des liens. Il y a certaines municipalités, il y a des endroits, en région notamment, où il y a des bibliothèques qui font le choix de donner leurs fonds d'archives privés aux archives municipales, comme il y a des endroits où les archives municipales décident de donner les fonds d'archives municipales aux bibliothèques. Bon, dans ce cas-là, c'est la personne qui a récupéré le fonds qui le fait dans sa partie. Mais on n'a pas de vocation à intégrer les fonds d'archives, enfin les inventaires des fonds d'archives qui viennent des services d'archives. Je sais pas si c'était vraiment le sens de votre question, Pascal. C'était comment trouver, okay. parce que c'était repérer ces fonds. Alors j'entends qu'il y ait des fonds où il y a des statuts juridiques délicats, mais je pense aussi peut-être à des fonds ou des documents plus accessibles, industriels, des plans, de l'iconographie, enfin, sur lesquels il y a peut-être aussi des droits, mais c'était cet accès aussi à la recherche pour ce type de fonds, puisque j'entendais archives municipales ou que des fois des fonds privés sont déposés en bibliothèque. Donc on peut se retrouver sur un doublon, enfin pas un doublon, mais une confusion de types de documents. Donc c'est comment s'y retrouver. Voilà. Et l'autre question, c'était par rapport à Biblissima. Biblissima, oui. Le serpent de mer. Oui. Alors Biblissima, on leur a parlé, on se parlait il y a quelques années. Je ne sais pas du tout, moi pour ma part, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui savent un petit peu où ils en sont. Moi, je ne sais pas du tout. Il y a, comme toujours, et très paradoxalement avec tout ce qu'on a dit précédemment, des problématiques de format. C'est-à-dire qu'on s'efforce tous d'harmoniser des formats, d'utiliser des formats standardisés. Mais malgré tout, Biblissima, c'était si mes souvenirs sont bons, parce qu'encore une fois, tout ça remonte et j'ai oublié 99%. Si mes souvenirs sont bons, il ne travaille pas à partir de AD. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Il n'est pas exclu qu'il travaille avec de la TEI. Oui, Fabienne Henriot me fait signe que c'est ça. Oui, voilà. Le AD et la TEI, c'est deux choses différentes. Le AD, c'est vraiment un format d'archiviste à la base, adapté pour les bibliothèques. Donc, c'est vraiment un format de signalement. On est là pour faire du catalogage. La TEI, c'est un format de chercheur. Donc, on va avoir évidemment tout un ensemble de données qui vont se recouper, d'informations qui se recoupent, mais la TEI a été développée pour avoir quelque chose de beaucoup plus riche que le AD, même si le AD est déjà très riche. Donc, c'est deux formats XML, mais qui, paradoxalement, ne se parlent pas très bien. Et ça fait très longtemps, puisque j'ai travaillé au poste de Marie-Françoise entre 2014 et 2018, et qu'on a déjà essayé à cette époque-là, et que ce n'est toujours pas réglé à ma connaissance, de convertir, parce qu'il n'y a pas que Biblissima, il y a aussi d'autres entités, comme par exemple l'IRHT, qui utilisent beaucoup la TEI pour son travail. On essaye désespérément de se récupérer mutuellement des notices, des inventaires, des données, des choses. Et en fait, on n'y arrive jamais. Voilà, pour simplifier les choses. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera jamais de toute éternité, mais pour l'instant, on n'a pas bien réussi. Il me semble que circuleraient sous le manteau des feuilles de conversion que personnellement, je n'ai jamais réussi à récupérer. Voilà. Mais il paraît qu'elles existent. Si quelqu'un a un plan. Après, il y a toujours... juste pour terminer sur les histoires de conversion d'un format à un autre, même si on dit qu'on peut récupérer plein de choses, il ne faut jamais se leurrer. C'est-à-dire que quand on récupère et qu'on change un format vers un autre format, il y a toujours une déperdition X ou Y d'une certaine proportion d'informations qui derrière demande un travail parfois absolument monstrueux de manière soit de reconstruction, d'arborescence, d'héritage d'informations, soit tout simplement uniquement pour que ça passe dans la moulinette. Et c'est jamais des choses très simples. Mais effectivement, TEI, EAD aujourd'hui, c'est pas génial. Merci. J'enfoncerai le clou, si je puis dire, en disant deux petites remarques. La première, c'est que ce qui me frappe toujours, bon là on parle beaucoup d'archives et du coup effectivement ces formats de description sont parfaitement adaptés, mais c'est parfois aussi la manière dont on tord les manuscrits pour les faire entrer dans un format de description archivistique, ce qui peut paraître artificiel et en même temps on se retrouve avec une granularité, des sections à l'intérieur du manuscrit qu'on ne verrait pas apparaître si on avait un autre format. Et du coup, même si c'est un petit peu pervers comme nos démarches, finalement c'est pas inutile.
Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Puis l'autre remarque, j'y avais jamais songé, mais après la remarque de Pascal, effectivement, on peut imaginer dans un avenir, alors sans doute lointain, parce que les archives départementales ne sont pas toujours très en avance sur la production d'instruments de recherche informatisés, mais on pourrait quand même imaginer un jour un moteur de recherche unique, enfin un outil qui permette d'interroger en même temps CGM, archives et manuscrits, et puis des ressources d'archives départementales, sans bien sûr que ça rentre dans le périmètre. Après, chacun construit ses instruments, mais on peut les interroger d'un coup, d'un seul. Et ça, dans plein de domaines, et je pense notamment à l'histoire monastique, ce serait tout à fait fascinant si ça pouvait exister. Mais bon, on n'en est pas là. Sur cette histoire TEI, EAD, etc. Il ne faut pas oublier aussi que chaque format a sa raison d'être, et j'ai envie de dire, quand on fait du signalement dans le CGM et qu'on signale des manuscrits ou qu'on signale des fonds d'archives, on est dans le signalement. Et ça, c'est vraiment très important, parce que comme on touche à des choses uniques, patrimoniales, qui sous-entendent parfois les chercheurs aiment beaucoup passer énormément de temps dans les petits bouts de papier, et nous aussi, on adore ça. Il ne faut pas oublier que quand on fait du signalement dans le CGM, nous, on n'est pas chercheurs. On est là pour signaler et pour donner à voir des choses qui aujourd'hui, parce que ces choses ne sont pas signalées et dorment dans des cartons dans un coin du magasin, comme on disait tout à l'heure, elles n'existent pas. Donc notre rôle à nous, c'est de les faire exister. Et après, une fois qu'elles existent, à charge des chercheurs de choisir le format qu'ils veulent pour éventuellement créer des sites, des bases de données, des choses. Et l'avantage aussi des inventaires en EAD, même dans Tapir, c'est qu'on peut générer un nombre de liens absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'on peut partir finalement d'un signalement assez succinct compte tenu des forces en présence, mais après, parce qu'un chercheur va venir travailler, va nous donner aussi les liens, etc., on va pouvoir enrichir cet instrument de recherche de tout le matériau qui va être créé ailleurs. Et ça, je pense que c'est important de bien penser que le CGM est un socle, une sorte de point de départ et une porte d'entrée qui amène à consulter des documents, mais ce n'est pas une base de données de chercheurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose.